Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre fameux webinaire Experts dans le ring. C'est un webinaire qui est pensé pour les entrepreneurs et nous allons répondre à plein de questions concernant une thématique bien précise. Alors, pendant 60 minutes, on est dans le ring et vous aurez accès à un expert, un accès privilégié à un expert pour approfondir vos connaissances et bénéficier de conseils. Alors, le concept est assez simple. On a 10 questions déjà prévues qui proviennent de la grande communauté de l'École d'entrepreneurship de Beauce, euh, qui est le présentateur de ce fameux webinaire ce midi. Ensuite de ça, on aura l'occasion, le 30 minutes qui va suivre, parce que la première partie est de 30 minutes, la deuxième partie, c'est un Q&A et où vous aurez la possibilité de poser vos questions directement à notre expert. Et pour ça, ben, vous avez le Q&A qui est là. Fait que vous pourrez de temps en temps rajouter une question et on se permettra d'y répondre. Je me présente, Éric Michel Allé. Je suis accompagnateur coach à l'École d'entrepreneurship de Beauce depuis presque tous les débuts de l'école. Et je suis vraiment heureux et content d'être là avec vous, les gens qui sont là présentement et les gens qui regardent en rediffusion. Alors, bienvenue dans l'univers de l'école. Parlant de l'univers de l'école, ben, on a peut-être la possibilité là, on n'a plus malheureusement de chat sur cette application-là, malheureusement. Alors, je salue tous les athlètes, tous les entrepreneurs athlètes, qui sont les gens qui viennent sur les bancs de l'école. Je sais qu'il y en a plusieurs présentement à l'écoute. Alors, je vous salue et merci d'être là. Vous pouvez faire des petits coucous à travers le Q&A si ça vous tente. Là, ça va nous faire plaisir de vous voir. Vous savez, l'école est un lieu qui permet la réflexion stratégique sur trois éléments principalement, donc l'innovation, la croissance et aussi la pérennité des entreprises, et ce, afin de propulser l'économie du Québec. Oui, on travaille également sur le savoir agir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-agir, mais on a quand même en tête les trois axes que je viens de vous nommer. Un élément qui est important présentement, qu'on entend énormément parler, vous êtes aussi dans cette dynamique-là, on parle de l'immigration. C'est un sujet qui est vraiment incontournable présentement au Québec. L'immigration, elle fait partie des stratégies d'affaires présentement, euh, surtout pour les entreprises qui veulent demeurer compétitives dans leur marché. Et il y a plein d'enjeux liés autour de la pénurie de main-d'œuvre qui nous emmènent vers cette solution et d'aller voir à travers cette façon de faire, ben, il y a plein de défis, d'enjeux et on a l'occasion, on a la chance aujourd'hui d'avoir un expert qui va venir faire un peu de clarté dans tout ça. Alors, sans plus tarder, euh, on avait prévu dans le ring Julie Lessard, qui est avocate chez BCF. Malheureusement, un petit virus lui a donné un petit jab. On est dans le ring et elle doit demeurer couchée un petit peu. Donc, on lui souhaite bon repos. Et ben, quelqu'un a voulu remplacer, vous savez, le fameux tap qui fait que l'autre peut embarquer dans le ring. On est vraiment content que, que notre invité, notre experte a embarqué dans le ring avec nous. Alors, elle est avocate en immigration chez BCF Avocats d'affaires et pratique et exclusivement en droit de l'immigration et plus particulièrement dans le cadre de la mobilité internationale des travailleurs et des gens d'affaires. Il me fait plaisir de vous présenter Clara Berquet. Bonjour, Clara. Bonjour Eric Michel et bonjour à tous aujourd'hui. D'abord, merci beaucoup là. Je vais essayer de faire honneur à Julie, puis de la remplacer, puis de me battre adéquatement. Donc, comme tu l'as dit, moi je suis avocate en immigration d'affaires canadienne au sein de notre équipe. Là, on est une cinquantaine ici chez BCF. Comme vous allez pouvoir l'entendre à ma voix, moi-même, je fais un parcours d'immigration. Je suis d'origine française. J'ai vécu un peu aux États-Unis, un peu en Chine, Portugal, etc. Puis j'ai fini à 13 ans au Québec. Et maintenant, ça fait presque 8 ans que je suis dans ce beau domaine de l'immigration qui est toujours d'actualité et encore plus ces dernières années.
Alors, Clara, est-ce que tu es prête? On parle de combat, mais j'aime mieux parler de danse, si ça te va. Est-ce que tu es prête à danser avec les Vas-y. entrepreneurs et les différentes questions? On va commencer par les 10 principales questions, comme mentionné. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez des questions, allez dans le Q&A, posez vos questions dans les questions et réponses et on tentera de les prendre là ou dans la deuxième partie. On y va avec les 10 questions qu'on a retenues parmi celles qu'on a eues de la communauté. La première, qu'est-ce que l'immigration de travailleurs étrangers? C'est quoi ça, cette bébite-là? Et pourquoi est-elle importante pour de nombreux pays, dont le Canada? En effet, très important. Il y a des chiffres qui sont sortis hier sur les travailleurs étrangers et les étudiants. Maintenant, c'est 2 millions de personnes qui sont actuellement au Canada sous un permis de travail ou un permis d'études. Donc, sur 35 millions de personnes, ça fait du monde. L'immigration de nos jours au Canada, c'est plus juste pour des travailleurs agricoles ou des demandeurs de réfugiés. C'est vraiment toutes les industries. Et c'est pour répondre à cette éternelle question de la pénurie de main-d'œuvre qui maintenant touche tous les secteurs. Par exemple, la semaine dernière, moi, je faisais c'était recherche biomédicale, tout ce qui est aluminerie, des mines, de la construction, du transport, de l'agroalimentaire. C'est vraiment tous les secteurs qui sont touchés, comme vous pouvez le savoir, autant que moi. L'immigration, donc, c'est répondre à une pénurie de main-d'œuvre, répondre à des besoins pour des postes, que ce soit très qualifiés, très niches, ou alors des postes moins qualifiés, mais on a besoin de recruter beaucoup de monde, puis on n'en trouve pas sur place. Surtout en région, c'est quand même une réalité. Et donc, c'est des personnes qui vont pouvoir aller chercher un permis de travail grâce souvent à une offre d'emploi au Canada et venir de façon temporaire pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour venir travailler au Québec. Donc, on vient compléter la première partie avec la première question. Ça va? Exactement. Ouais. Excellent. Merci, Clara. On va se permettre d'aller vers la deuxième. Quels sont les critères et les processus généralement utilisés au Québec et au Canada pour sélectionner et recruter les travailleurs étrangers? Donc, la plupart des travailleurs étrangers, ils ont besoin de ce qu'on appelle un permis de travail. Les étudiants, ils ont un permis d'études, logiquement. Les étudiants peuvent travailler, parfois à temps partiel. Vous avez peut-être beaucoup d'étudiants à votre emploi, ce qui est une source très intéressante de main-d'œuvre. Ils peuvent également avoir des permis de travail ouverts, etc. après. Mais si vous voulez vraiment aller faire du recrutement directement à l'étranger, ils vont devoir venir au Québec avec un permis de travail qui vont les autoriser à travailler pour une durée limitée dans le temps. Le permis de travail, par défaut, c'est faut faire du recrutement. Ensuite, faut obtenir ce qu'on appelle une EIMT, évaluation de l'impact sur le marché du travail, et le pendant québécois qui est le CAQ. Une fois qu'on a ça, ce qui est une sorte de validation, approbation de l'offre d'emploi et des efforts de recrutement qui ont été faits, à ce moment-là, on peut aller chercher le permis de travail auprès d'Immigration Canada. Ça, c'est la démarche standard qui donc peut paraître longue et assez lourde administrativement. Mais par contre, il y a plein de programmes qui sont facilitateurs et donc qui permettent de soit éviter le recrutement, soit même d'éviter le IMT et d'aller chercher directement un permis de travail. Et dans les faits, il y a à peu près une cinquantaine de types de permis de travail, ce qui soit requiert une IMT, ne requiert pas une IMT, mais il y a plein de types de permis de travail différents qu'on va pouvoir aller choisir selon le type de poste, le type d'entreprise que vous êtes, où est-ce que vous recrutez, etc. Donc, j'entends plusieurs portes d'entrée. Est-ce que c'est un peu ça? Exactement. Donc, en fait, on ne demande jamais un permis de travail comme ça. Bonjour, je voudrais un permis de travail. On demande toujours un permis de travail sous un programme précis. Et il y a à peu près une cinquantaine de programmes. Certains, le classique, ça demande le recrutement, le IMT, le permis de travail, ce qui est long et pas très avantageux. Mais par contre, on a plein de ressources et de facilités pour skipper le recrutement, skipper le IMT et aller directement au permis de travail. Comment on fait pour savoir quel programme est le bon pour nous? À parvenir nous voir. En fait, c'est vraiment, là, ça va être du cas par cas, malheureusement. Ça va dépendre du type de poste. Ça va dépendre le pays d'origine de la personne, du salaire que vous lui donnez, etc. L'idée, c'est que plus le poste est qualifié, donc si on parle sur des postes de professionnels, ingénieurs, etc., ou de techniciens,
en électronique, etc., plus il y a des chances que le permis de travail va être facile d'obtenir. Si on passe vraiment sur des postes d'assembleur qui requièrent peu de qualifications, alors là, souvent, on est un peu plus obligé d'aller chercher le recrutement, le IMT, le permis de travail. Autre chose, si la personne elle est d'origine, par exemple, de Chine, ça va être plus compliqué qu'une personne qui est d'origine américaine ou française. OK, ça dépend des différents endroits de la Ouais. provenance. Andréane Caron pose la question sur le IMT. Est-ce qu'elle est obligatoirement payée par l'employeur? Ouais. Est-ce que c'est la même chose dans le cas d'un prolongement de visa? On est un peu Ouais. plus technique, mais je vais me permettre d'y Ouais, aller. ouais, ouais. Non, et puis ça devance une des autres questions, je pense. Donc, c'est toujours. Oui, le IMT, il y a des frais qui sont associés à ça. Le IMT, c'est 1 000 $ et le pendant québécois, le CAQ, c'est 432 $ en plus des frais de permis de travail qui sont de 155 $. Le IMT et le CAQ doivent être payés par l'employeur et vous ne pouvez pas demander le remboursement de ces frais-là, même en cas de départ volontaire du travailleur étranger. Excellent. Ben, j'espère, Anne-Marie, que ça répond, Andréane, pardon, que ça répond à ta question. Euh, j'ai vu l'autre, on va la ramener tout à l'heure si ça va. On va aller à la troisième. Alors, quelles sont les particularités de la politique d'immigration au Québec par rapport au reste du Canada? Et quelles sont les différences ou avantages qu'elle offre aux immigrants potentiels? Ouais. Au niveau du permis de travail, la particularité, c'est que souvent, il faut qu'on aille obtenir l'approbation des deux gouvernements. Donc, il faut avoir l'approbation du gouvernement fédéral et du gouvernement québécois. Le gouvernement fédéral, c'est donc cette fameuse EIMT. Le gouvernement québécois, c'est le CAQ. Donc, pour beaucoup de permis de travail, ben, il faut qu'on aille obtenir l'autorisation des deux paliers pour aller recruter à l'étranger, ce qui n'est pas une réalité dans d'autres provinces. Deuxième aspect à considérer, c'est que, et ça par contre c'est un avantage, c'est qu'on a au Québec ce qu'on appelle des EIMT sous processus simplifié, qui nous permettent de ne pas avoir à faire de preuves de recrutement. Donc, au lieu d'avoir à passer 1 mois, 2 mois à faire du recrutement selon des normes qui sont imposées par l'immigration très strictes, etc., on va pouvoir sauter tout ça puis aller directement vers le IMT parce que le gouvernement québécois nous accorde que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, vous n'avez pas besoin de me le démontrer. Et là, cette année, c'est très intéressant parce qu'il y a à peu près une centaine de types de postes. Et là, c'est vraiment à tous les niveaux, là, des techniciens, des postes dans les manufactures, production, les ingénieurs, etc., sont reconnus comme ayant une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, on peut avoir une IMT plus facilement que si on était dans d'autres provinces. Et ouais, Oui, vas-y. vas-y, Clara, continue. OK. Et troisième point, puis au besoin, on peut revenir sur les autres. Ouais. C'est au niveau de la résidence permanente, puis peut-être que vous en avez entendu parler. Le Québec, province francophone, la résidence permanente, c'est très difficile de l'obtenir, la résidence permanente, si on ne parle pas français. La résidence permanente, on a parlé beaucoup de permis de travail à date, c'est la solution pour une personne qui veut rester ici à long terme. Donc, le permis de travail, c'est temporaire, 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut le renouveler 1 fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, il faut passer vers la résidence permanente, qui est, peut-être vous avez entendu l'expression green card aux États-Unis. Donc, des personnes qui ont le droit de rester, de vivre ici, presque comme s'ils étaient Canadiens, puis ensuite, ils peuvent demander le passeport éventuellement. Obtenir la résidence permanente au Québec, souvent et très souvent, il faut parler français à un niveau quand même avancé et ce qui parfois est difficile pour des personnes qu'on a recrutées dans des pays anglophones ou dans des pays où la langue seconde est l'anglais. Et est-ce que le processus est plus long pour aller chercher cette Oui, il peut être permanence? plus long. En plus d'avoir donc cette obligation du français, en effet, il va souvent être plus long. Et donc, ce que ça crée pour vous, à titre de dirigeant d'entreprise, c'est qu'il va y avoir une difficulté au niveau de la rétention des employés. Ils vont venir sur permis de travail, puis souvent, ils vont être très contents de travailler au Québec, etc. Ils vont même commencer à s'intégrer et tout. Mais sauf que eux, les travailleurs, c'est que c'est non seulement juste aller trouver une offre d'emploi, puis une job qu'ils aiment ou qui les paye, etc. C'est aussi un parcours de vie, puis c'est aller chercher le passeport canadien parce qu'ils veulent s'établir, puis ils ont leur famille, etc. Et donc, s'ils sont dans un endroit où ils ne peuvent pas aller chercher ce passeport, ben, peut-être qu'ils vont être tentés d'aller regarder en Ontario, en Colombie-Britannique, etc., où c'est plus simple d'obtenir le passeport. Merci. Puis, on parle de temps, justement. C'est la prochaine question, là. Donc, Ouais. la grosse question, je crois, qui vaut Ouais. des millions de dollars comme une réponse, là.
On parle dans le ring de la bourse. Fait que ça, c'est la question de la bourse, là. Combien faut-il prévoir de temps en général entre le recrutement d'un employé étranger et son arrivée dans l'entreprise? Ouais. Et oui, en effet, c'est la grosse question qu'on se fait poser tous les jours à longueur de journée, là, parce que, bon, on le sait, là, time is money. Ben, réponse courte, c'est qu'il y a des personnes, je peux les faire venir en 24 heures, 48 heures, ils peuvent être là, puis on obtient un permis de travail directement à l'aéroport. Et il y a d'autres personnes, ça va prendre 8 mois. Pour donner un ordre d'idée, on a parlé de 3 étapes tantôt, recrutement, EIMT, CAQ et le permis de travail. Le recrutement, habituellement, il faut compter 1 à 2 mois parce que ce n'est pas le recrutement qu'on a déjà fait, c'est un recrutement qui est mandaté par immigration, qui doit suivre des règles, etc., etc. Le IMT, les délais de traitement, ça va de 3 semaines à 3 mois, selon le type de IMT. Et le permis de travail, ça va dépendre de la nationalité de la personne. Un Français, il peut demander son permis de travail à l'aéroport ou en traversant la frontière terrestre avec le IMT. Mais si par exemple on est chinois, filipino, brésilien, ben à ce moment-là, on ne peut pas juste se présenter à l'aéroport. Il faut faire la demande de permis de travail depuis son pays d'origine. Puis là, les délais de traitement vont pareil, ça peut prendre 1 mois comme ça peut prendre 3, 4 mois. Donc, de nouveau, on retrouve un peu cette difficulté. Puis qui est important dans votre planification, c'est que il y a 50 types de permis de travail et il y a 200 pays dans le monde. Donc, il faut bien s'y prendre à l'avance, puis bien faire la planification. Donc, c'est bien beau d'avoir trouvé des super candidats à l'étranger, etc. Mais il faut être très clair dès le début de la procédure. C'est, OK, c'est quoi mon type de permis de travail? Est-ce que j'ai besoin d'une IMT? Est-ce que j'ai besoin de faire du recrutement? Quel est leur pays de nationalité? Et tout ça va impacter le fait, est-ce que je vais pouvoir les avoir dans 2 mois ou alors ça va être quelque chose de plus à moyen terme et je vais les avoir dans 8 mois. Ce qui peut rester une option intéressante, mais ça va être plus, par exemple, pour des besoins continus ou alors pour des projets spécifiques que vous avez prévus pour 2024, par exemple, plutôt qu'un besoin immédiat et urgent. Donc, la prévision, c'est quand même intéressant, là. Très, Intéressant très, à prendre en compte, là. ouais, très important. Quand vous vous posez la question, est-ce que je suis mieux de recruter, de former quelqu'un localement ou d'aller recruter à l'étranger? Parce que même s'il y a plein de personnes qualifiées, mais ça prend du temps à les faire venir, ben, peut-être parfois, c'est pas la meilleure option. Ou parfois, ça vaut quand même la peine, mais je vais trouver une autre solution à court terme. Euh, euh, Intéressant, là, une question ici. Pays de naissance ou pays de demeure? Quand C'est tu le pays parles, de citoyenneté, donc c'est le passeport. c'est le passeport qui compte. OK, parfait. Excellent. On poursuit? Ouais. Alors, prochaine question. Elle provient d'un des membres d'une des cohortes à l'école. Alors, Chris, y a-t-il des coûts associés à l'embauche d'employés étrangers tels que des frais de demande de visa ou honoraires d'avocat? Donc, on parlait tout à l'heure là, des Ouais, différents. ouais, Est-ce tout qu'il y a à d'autres fait. Donc, choses? ouais, puis donc là, on a parlé le IMT-CAQ là, et le permis de travail. Donc, un permis de travail IMT-CAQ, c'est à peu près 1 500 $ juste pour les frais gouvernementaux. Donc, ça, c'est le prix à payer pour le permis. Un permis de travail sans EIMT, il faut compter à peu près 300 à 400 $ pour les OK. frais gouvernementaux. En plus de ça, il peut y avoir des frais additionnels qui vont s'appliquer surtout si vous avez besoin d'une IMT. Dans le cadre de l'EIMT, l'employeur a certaines obligations. Notamment, il doit payer une assurance maladie privée en attendant que le travailleur étranger soit éligible à la RAMQ. Donc, en principe, la personne est éligible à la RAMQ, mais il y a une période de carence de 3 mois. De 3 mois. OK. 3 mois, ouais, exactement. Donc, c'est pas toute la durée du permis de travail, mais c'est le 3 mois. Il faut payer l'assurance maladie privée pour les frais médicaux d'urgence. Certains types de IMT pour les postes à bas salaire, donc moins de 26 $. Il va falloir payer les billets d'avion aller-retour du pays d'origine. Et également, il va falloir s'assurer que parfois, il faut fournir de l'aide au logement. Donc, parfois, ça, c'est des coûts additionnels. Et ça, c'est vraiment ceux qui sont imposés. Après, ce qu'on voit surtout dans les postes plus demandés, des postes qualifiés, des software développeurs, des ingénieurs, etc., où ils ont plusieurs offres au Canada, ben, c'est on va fournir des avantages additionnels aux travailleurs un peu, et ça, c'est vraiment dans la question pour attirer le meilleur talent. En Ben, de la même séduction, là. façon, On est en mode voilà, séduction, là.
Voilà, en mode séduction, ben, on va payer pour également ben, aider dans les frais de déménagement. On va soutenir la famille dans les cadres des démarches de migration de la famille, des choses comme ça. Et ça peut valoir d'investir là-dedans pour aller chercher le profil qui est intéressant et également favoriser la rétention. Également, on a parlé, je pense, la question rapidement, ça mentionnait honoraires, frais de recrutement. Ouais. Oui, bien entendu, là, il y a des honoraires, des frais de recrutement si vous passez par des agences de recrutement et des cabinets d'avocats ou des conseillers en immigration. C'est sûr que c'est des frais additionnels. Après, c'est qu'il y a une expertise qui va avec. Puis, comme on en a parlé, c'est 50 programmes d'immigration. On joue également avec la vie des travailleurs, donc il faut faire attention, il ne faut pas se faire une erreur et ensuite qu'ils puissent nous poursuivre parce qu'on les a mis dans des situations au niveau immigration, de déportation, des choses comme ça. Donc parfois, ça vaut la peine d'investir pour s'assurer que notre planification temps est respectée, qu'on a une bonne idée de combien de temps ça va prendre, qu'on fait les choses légalement. Et d'autant plus, puis on peut peut-être en parler tantôt, mais il y a des inspections par Immigration Canada qui sont faites. Donc, si vous embauchez des travailleurs étrangers, vous pouvez vous faire inspecter par Immigration Canada. Et donc, si les choses ne sont pas en règle, il peut y avoir des conséquences quand même significatives. Et je ne sais pas si on est aux 3 minutes là, mais j'avais un dernier point que je voulais vraiment le mentionner parce que Allons-y, ça revient. allons-y, Clara. C'était même une des premières questions là en lien avec les coûts. C'est, on a vu, c'était assez utilisé dans les dernières années, c'est les clauses de remboursement. Donc, on disait que, OK. par exemple, donc, dans les contrats d'embauche, on disait on va payer les frais de déménagement, des choses comme ça, mais si tu pars d'ici 1 an, 2 ans, départ volontaire, on fait un remboursement, le travailleur rembourse les frais. Maintenant, les gouvernements, que ce soit québécois ou fédéraux, ils sont venus limiter cette possibilité. Et les frais de IMT, par exemple, les frais de recrutement via une agence et certains des honoraires professionnels, on ne peut plus utiliser ces clauses de remboursement. Parce qu'on a passé par une agence ou une firme comme la vôtre, ou peu importe. Peu importe. En OK. fait, c'est qu'on vient limiter maintenant la clause de remboursement. On ne peut pas le faire pour les frais du gouvernement, donc les 1 500 $ pour le Ouais. IMT-CAQ. On ne peut pas le faire également pour les agences de recrutement. Donc, si on a payé pour une agence de recrutement d'aller chercher des personnes au Mexique, on ne peut pas demander, exiger le remboursement de ces frais-là aux travailleurs étrangers. Les frais d'assurance maladie qui sont obligatoires pour le IMT, on ne peut pas faire une clause de remboursement pour ça. Donc, c'est venu limiter. OK. Euh, on va poursuivre. Ça va? Euh, alors, quels sont les secteurs d'activité les plus courants dans lesquels les travailleurs étrangers sont recrutés? Qu'est-ce que Maintenant, vous voyez? c'est partout. Là, je disais tantôt, là, donc ben, voilà, de notre côté, rien que la semaine dernière pour moi, donc c'est recherche biomédicale, la manufacture aluminerie, agroalimentaire. Donc, c'est vraiment, maintenant, il n'y a aucun domaine où il n'y a pas de possibilité d'embaucher des travailleurs étrangers, on ne les voit pas. Là, c'est 2 millions de personnes au Canada. Et peu importe l'expertise ou Oui. Peu importe l'expertise, là, vraiment, que ce soit des postes management exécutif, des postes de professionnels ou des techniciens ou alors même peu qualifiés. Par contre, garder en tête, c'est que l'employeur va avoir plus de responsabilités, plus d'obligations si le poste est moins qualifié et si les salaires sont moins élevés, notamment s'ils sont moins de 26 $. Parce que l'idée, c'est que c'est des personnes qui sont plus vulnérables, on veut aller les protéger et voilà. C'est intéressant parce que ça fait un lien avec la prochaine question qui est au niveau des Ouais. obligations. Donc, Pierre-Olivier, qu'on salue. Quelles sont les obligations des entrepreneurs face à leur main-d'œuvre étrangère et comment s'assurer que ces obligations ne créent pas d'iniquité avec les employés locaux parce que ça peut être Très un bien. facteur. Oui, des tensions. Mais d'abord, merci Pierre-Olivier d'avoir posé la question. À titre d'avocat, je suis toujours contente quand les gens se posent la question. Il y a des obligations. Donc déjà, un permis de travail fermé, on dit toujours, c'est pour un poste. On obtient un permis de travail qui est la plupart du temps fermé. Donc, c'est-à-dire qu'on obtient un permis de travail pour travailler dans un poste précis, dans un lieu précis. Donc, par exemple, pour travailler comme ingénieur ou technicien à la ville de Québec pour cette entreprise.
et on détaille le salaire que la personne va recevoir, les avantages sociaux, etc. Vous avez l'obligation à titre d'employeur de respecter les conditions. Donc, on ne peut pas changer, ben, disons, ah, tu travailles à Québec, maintenant je vais t'envoyer à Trois-Rivières. Non, on a déclaré la ville de Québec, il faut que le poste continue à Québec. Ou changer les conditions salariales, des choses comme ça, ou alors de façon très limitée. Première obligation. Ça reste fixe? Oui, ça reste fixe. Il y a un petit peu de marge de manœuvre, bien entendu, dans on va dire, les augmentations salariales annuelles, des choses comme ça. Mais si on veut vraiment changer la personne de poste ou l'envoyer dans un autre lieu de travail, il faut en principe obtenir un nouveau permis de travail. On recommence le Oui, processus. on recommence. Il y Oh, a des façons de le faire un peu plus facilement, rapidement, mais il faut recommencer. Donc ça, c'est la première obligation. Deuxième obligation, et puis ça parle aussi un peu de cette idée d'iniquité potentielle. Moi, je dis souvent, c'est qu'il y a une perception d'iniquité. La plupart des obligations que vous avez, c'est de respecter, c'est juste une répétition des obligations que vous avez en vertu de la loi sur les normes du travail, etc. On veut juste donc protéger les droits de ces travailleurs. Rappel, le travailleur, c'est lui qui a son passeport, c'est lui qui a son permis de travail. Vous n'avez pas le droit de les garder pour eux. Il a le droit de changer d'employeur. Donc, il peut postuler sur d'autres postes, même chez vos compétiteurs. Puis, s'ils sont prêts à lui faire un permis de travail, il a le droit de démissionner puis d'aller voir ailleurs et d'obtenir un permis de travail pour travailler chez quelqu'un d'autre. Il a le droit de repartir dans son pays d'origine, etc. Et il a le droit, les mêmes protections, donc CNESST, etc., que tout autre travailleur. Donc, souvent, on dit qu'ils sont mieux traités, ils ont le droit à beaucoup de droits, mais en fait, c'est que le gouvernement veut qu'ils soient considérés presque comme n'importe quel autre type de travailleur, comme un travailleur québécois que vous avez embauché sur place, avec la même droit de protection au travail, etc. Et peut-être dernière chose, c'est vraiment juste au niveau parfois des obligations, au niveau du transport ou de l'assurance maladie, là qu'il peut y avoir une certaine iniquité. Mais ça, c'est comme si vous alliez embaucher quelqu'un en Colombie-Britannique. La plupart du temps, il va essayer de négocier que vous le payez son déménagement ou son billet d'avion au Québec. Là, ça fait partie de la relocalisation, des choses comme ça. Puis il faut essayer de le voir et le présenter un peu comme ça. Par exemple, au niveau des grilles salariales, bien, en immigration, vous avez l'obligation de respecter les grilles salariales de l'entreprise. Vous ne pouvez pas aller payer un travailleur étranger plus ou moins que quelqu'un que vous avez embauché sur place. et je vais me permettre parce qu'il Ouais, y a quelque chose qui est venu me ouais, titiller, là. Perception d'iniquité. ouais, Donc, la perception, c'est les travailleurs d'ici versus les travailleurs ouais. étrangers. Euh, un ou deux trucs pour abaisser cette perception-là. Euh... C'était pas prévu, celle-là. ouais. Toujours les petites questions pièges. Ben, je pense peut-être déjà les rappeler et expliquer que ben, il y a une grille salariale puis c'est que tout le monde s'y adhère. Donc s'il y a des questions, c'est et puis il faut aussi si vous le dites, ben faut le mettre en action. Donc c'est sûr que ben, n'importe quelle autre façon, si ça commence à parler et puis là ça apprend que les travailleurs vous les payez plus que les autres juste parce qu'ils sont étrangers ou vous les payez moins que les autres, mais là ça va commencer à jaser. Donc, les grilles salariales, elles sont là pour quelque chose. Respectez-les, utilisez-les, etc. Les travailleurs étrangers, si c'est des postes syndicalisés, ben, ils vont être syndicalisés, ils vont respecter la convention collective, ils vont payer leurs droits au syndicat, etc. Ils vont devoir se conformer à tout ça aussi. Je ne sais pas si ça répond un petit peu aux questions. Ça faut peut-être une petite séance de brainstorming après Ouais. également. Là, c'est vraiment travailler sur ces questions de perception. Mais c'est également les premières fois, ça peut être c'est les premières fois qu'on va recruter à l'étranger. Parfois, ça crée un sentiment de où est-ce qu'on va être remplacé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc, un peu Tout à aussi fait. clarifier, surtout si vous faites du recrutement, vous allez chercher 15, 20, 30, 50, 60, 100 personnes à l'étranger. Ben, voilà, c'est vous, légalement, vous n'êtes pas censé le faire pour remplacer des Canadiens, des Québécois, mais c'est également d'entrer un peu de voir la façon dont c'est pas nécessairement, faites-le ouvertement. Si vous commencez à cacher la chose, là, c'est sûr que ça va créer du remous. Si un jour ils se présentent, puis il y a 25 travailleurs étrangers à l'usine, personne n'était au courant de quoi que ce soit, là, et
également, ça aide à l'intégration quand les autres membres de l'équipe font partie de l'intégration parce qu'ils vont devoir travailler tous ensemble. Parfois, il y a une barrière de langage, de culture, etc. Donc, ça aide quand on a des entreprises où il y a des activités qui sont faites initialement, puis tout le monde est invité pour introduire les nouveaux membres de l'équipe, leur montrer un peu qu'est-ce qu'il y a. Ils vont aller faire une activité de bowling ou de je ne sais Ouais. quoi là, tous ensemble. Puis après, ou alors chercher des volontaires, qu'est-ce que quelqu'un est disponible pour les aider, à leur faire une première épicerie, puis aller un peu jaser avec eux, puis les montrer qu'est-ce qu'il y a à faire en ville, des choses comme ça. Donc, également, ça aide et crée C'est des des liens pratiques pour intéressantes. éviter qu'on passe tout de suite dans un dialogue de eux versus nous, quoi. Et je pense que l'élément aussi d'emmener à quoi ça sert? Ouais, Qu'est-ce qu'ils permettent? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça l'amène à ouais, l'entreprise, à l'organisation? Puis, par défaut, à moi-même, qu'est-ce que ça ouais, l'apporte ouais. d'avoir ces gens-là avec nous, là? Tout à fait. Souvent, ça vient soulager parce que les équipes, c'est une grosse charge de travail, des choses comme ça. Ou alors, il y a des problèmes de recrutement. Les gens le savent. Donc, c'est vraiment une question d'avoir un dialogue et d'avoir cette conversation. Ah, la fameuse communication. C'est toujours ça, de toute façon, dans la vie. Excellent. On se permet de poursuivre. Donc, Manon Rivard du Saguenay qui nous amène une belle question. Comment fait-on pour avoir une bonne mobilité entre les provinces lorsque nous avons plusieurs théâtres d'opération en ce qui a trait à la main-d'œuvre étrangère? Puis ça fait un petit peu le lien tout à Oui, l'heure quand on a dit qu'il. oui. Donc, c'est un défi, très honnêtement. Le permis de travail, donc comme j'ai dit, c'est pour un poste précis et ça a été conçu pour un lieu de travail, dans une vision du travail qui était chacun dans un endroit qui fait voilà, on travaille dans un lieu. Euh, Première solution, hein, c'est que quand vous faites les demandes de IMT de permis de travail, ben, vous déclarez tous les lieux de travail. Donc, il ne faut pas juste déclarer le site Un principal ou des endroit. choses comme ça. Et si la personne est appelée à se déplacer sur des sites clients, il faut le déclarer dans la demande de IMT, par exemple. Donc, en disant que nous, on est basé là, il va travailler 50% de son temps là, puis après, le reste du temps, il va être en déplacement chez des clients dans les régions X, Y ou Z. Donc, prenez le réflexe de le déclarer dans les demandes de IMT de permis de travail. Donc, se laisser des portes ouvertes, c'est ça que j'entends, là. C'est Exactement, exactement. pas Parce qu'après, scanner sinon, dans une réalité, là. exactement. OK. Que sinon, on est pogné à devoir refaire un nouveau permis de travail après. Alors que si on l'avait simplement déclaré depuis le début, on était correct. Ça paraît absurde qu'une simple déclaration, ça suffit, mais pourquoi? C'est parce qu'on a parlé tout à l'heure qu'il y a des inspections d'Immigration Canada qui sont conduites. Les inspections, ça arrive de manière aléatoire. Et ça arrive également en cas de dénonciation. Donc souvent, c'est parce que, notamment, on parlait de communication, ben, Ouais. si ça commence à se pogner un petit peu, il y a du trouble. Les gens font une petite dénonciation anonyme. Ah, lui, nanana, il travaille avec moi, mais je sais que son permis de travail dit qu'il devrait travailler ailleurs ou des choses comme ça. Nanana. Ou alors quand à la CNESST, c'est une plainte aux normes et que c'est un travailleur étranger, ils peuvent appeler Immigration Canada pour que Immigration Canada inspecte l'employeur basé sur les règles d'immigration. Et vice-versa. Si vous avez une inspection d'Immigration Canada et qu'il y a un problème de respect des normes, ils peuvent avertir les normes, la CNSST pour qu'ils fassent leur propre enquête. Donc, voilà. Donc, il y a des inspections en cas de violation. Il peut y avoir des amendes et des plaintes aux normes, etc. Et il peut, de façon importante, vous pouvez être mis sur ce qu'on appelle une liste noire. Et Oh, on peut vous interdire, qui est publique, et on peut vous interdire de recruter des travailleurs étrangers. Et des choses aussi simples et qui peuvent paraître un peu bêtes je déclare qu'il va travailler à Québec, maintenant je veux qu'il travaille à Sherbrooke, à Trois-Rivières, ailleurs. Mais si vous avez embauché quelqu'un pour le Québec, puis en fait ça fait 2 ans qu'il travaille à Sherbrooke, c'est une violation des règles d'immigration et il peut y avoir des amendes et potentiellement des sanctions plus importantes qui vont mener ultimement à une interdiction de recruter des travailleurs étrangers. OK. Donc, gardez ça très en tête. Petit dernier point sur les inspections, puis ensuite, je vais revenir à la question Ouais. de entre provinces. Au niveau des inspections également, c'est que si ils voient qu'il y a un problème avec un travailleur, ils peuvent faire une inspection sur tous vos travailleurs étrangers.
Et au moment de l'inspection, c'est très lourd. Ils vont demander la copie de tous les relevés de paye. Ils vont demander tous les avantages sociaux. Ils peuvent faire des inspections sur site sans préavis, avec saisie des documents et interrogatoire des personnes sur le lieu de travail. Puis on a des clients juste purement aléatoires. Ils ont eu des visites sur site. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a eu pas quoi que ce soit. C'était purement aléatoire. Ils font une visite sur site. Donc, il faut quand même s'assurer que c'est cohérent. Si vous avez fait venir 20 personnes pour Québec et ensuite vous les envoyez à Sherbrooke, qui débarquent à Québec et qui ne voient personne, là, ça va être compliqué comme journée. Ah, OK. Et si on revient à le Oui, trait pardon. Ouais, ouais. La question entre provinces. interprovince. Ouais. Ouais, donc si vous avez des travailleurs sur plusieurs sites au Québec, déclarer tous les sites, des choses comme ça marche assez bien. Donc, juste le faire, y penser en amont, toujours cette question de planification. Euh, Entre provinces, c'est là où ça devient difficile. Parce que ben, on est, donc comme on a dit, le Québec a ses propres règles et ben, les provinces, d'autres provinces ont aussi leurs propres règles. Donc, pour obtenir une IMT pour un poste au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, ben, va malheureusement parfois obtenir les autorisations puis s'assurer qu'on respecte les critères de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. Donc là, ça va être des démarches qui peuvent être un peu plus lourdes et il va falloir faire plus attention de s'assurer que tout fonctionne bien, puis toujours cette évaluation à faire dès le début, cette planification à faire dès le début, ou regarder des types de permis de travail sans EIMT qui sont plus flexibles et qui vont nous permettre de travailler sur plusieurs provinces au Canada. Est-ce que j'entends qu'il faut s'assurer que si on fait affaire avec une agence ou une firme comme la vôtre, que les gens avec qui on fait affaire ont aussi la connaissance des autres provinces? Mm-hmm. Ben, la connaissance, là, on l'a souvent. Là, vous pouvez passer par quelqu'un au Québec là, pour la Colombie-Britannique, ça ne pose pas nécessairement de problème. Mais, Parfait, excellent. et puis, toute femme qui est bonne va vous poser la question d'où est-ce que la personne veut travailler. Puis, nous, par exemple, on le met en noir et en gros et en rouge. On dit toujours, veuillez déclarer tous les endroits où la personne va travailler. Et puis, on ne pose pas la question juste pour poser la question, mais vraiment parce que ça peut avoir des impacts importants pour vous à long terme. Donc, bien de fournir toute l'information pour que de nouveau l'évaluation se fasse correctement et une belle planification. Le bon vieux prévenir versus guérir, hein? Exact. La prochaine question, elle est un peu dans ce sens-là. Par contre, dans une situation particulière où c'est un ralentissement des opérations, Ouais. est-ce qu'on peut rediriger notre main-d'œuvre étrangère vers d'autres entreprises secteurs? Ben, je pense que vous avez compris de la précédente réponse, ça va être non. Toujours, la plupart des permis de travail sont des permis de travail fermés liés à un poste. Donc, pour l'envoyer vers d'autres entreprises, vers d'autres lieux, vers des changements de poste, malheureusement, c'est qu'il faut faire modifier les permis de travail et potentiellement obtenir une nouvelle EIMT. Très important également, c'est que si jamais vous avez l'obligation donc de fournir le salaire qui a été déclaré Mhm. dans la demande de permis de travail. Les augmentations salariales annuelles, il n'y a pas de problème. Les bonus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on commence à couper les heures, on passe d'un 40 heures à un 30 heures à 20 heures par semaine, on commence à renégocier les salaires pour les diminuer. Ça, c'est absolument impératif d'aller chercher un nouveau permis de travail parce que si jamais vous faites ça et qu'il y a une inspection, ils vont vous demander en fait de rembourser la différence de salariale par rapport à ce que vous avez versé, ce qui a été déclaré dans la demande de permis de travail Puis rembourser aux aux travailleurs. travailleurs, c'est ça. OK. OK. Fait que c'est si on a à faire il faut aller faire une nouvelle demande. Oui, À chaque il faut fois aller qu'on chercher. joue, là, ce que j'entends, c'est à chaque fois qu'on joue avec différentes situations, il a le petit réflexe Oui, d'aller chercher un nouveau. ouais, exactement. Tout à fait. Puis surtout quand on va si c'est une question d'une petite promotion, donc on est passé de technicien niveau 1 à technicien niveau 2. Normalement, on est correct, il n'y a pas de problème. Si on a fait des augmentations salariales annuelles, si on a donné des bonus, tout ce qui est dans le positif pour le travailleur étranger, c'est beau. Mais c'est quand on commence à couper les heures de travail, couper le salaire, ça, c'est un non automatique. Ou si on commence à changer de type de poste ou de lieu d'emploi, il faut aller chercher un nouveau permis de travail. Malheureusement, c'est le défi avec les permis de travail, c'est que c'est pas très flexible. Et là, notamment, ben,
Il y a le Conseil du patronat du Québec, puis d'autres associations qui sont en train d'essayer de pousser pour avoir des types de permis de travail qui seraient liés idéalement à une industrie, ou alors que si une entreprise n'est plus en mesure d'offrir le poste, mais que l'EIMT puisse être récupéré par une autre entreprise qui va offrir le même type de poste avec les mêmes conditions salariales plus ou moins. Malheureusement, pour l'instant, ça n'existe pas, puis on reste dans un cadre qui est quand même très contraignant. Mais est-ce que j'entends qu'ils sont en travail là-dessus pour peut-être ou c'est vraiment... Ah, on pousse pour ça, mais après, est-ce qu'ils vont nous écouter? Ça, c'est autre chose, là. Mais en tout cas, c'est ce que beaucoup d'associations d'entrepreneurs et d'entreprises demandent. Là, c'est un peu plus de flexibilité. Voilà. Une des solutions, puis peut-être vous en avez entendu parler, c'est pour les changements de permis de travail, quand vous allez chercher quelqu'un qui est déjà ici sous un autre permis de travail pour un concurrent, une autre entreprise. Il y a des avantages. Oui, il faut faire un nouvel EIMT, un nouveau permis de travail, mais on a des délais de traitement qui sont avantageux. Et donc, Parce qu'ils sont après, déjà ici. ouais, parce qu'ils sont OK. déjà ici. Et en fait, comment ça marche, c'est que tu vas obtenir, la procédure va peut-être prendre 5 à 6 mois, mais pendant ce 5 à 6 mois, tu vas être autorisé à travailler pour le nouvel employeur en attendant. Donc, tu soumets ta demande de IMT, tu soumets la demande de permis de travail. Oui, tu vas devoir attendre 5 6 mois pour le permis de travail, mais tu vas pouvoir commencer à travailler pour par exemple, BCA si tu travailles chez quelqu'un d'autre en attendant. OK. On va se diriger vers la dernière Ouais. question. Euh, alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles les travailleurs étrangers peuvent être confrontés lorsqu'ils cherchent à immigrer dans un pays pour des raisons professionnelles? Mm. Et qu'est-ce que l'entrepreneur peut mettre en place avant l'arrivée de ceux-ci pour faciliter la transition? Là, c'est une grande Ouais. question avec plein de possibilités. Ben, Ouais. allons s'amuser un peu. Ouais. Le parcours d'immigration, pour vous, c'est peut-être de pallier une pénurie de main-d'œuvre. Pour la personne qui vient au Canada, très souvent, c'est un projet de vie, c'est d'aller chercher la citoyenneté canadienne, passeport canadien avec sa famille. C'est souvent, surtout quand on parle de personnes qui viennent des Philippines, du Brésil, etc., c'est vraiment d'aller chercher le rêve québécois, là, des Canadian Dream. Pour s'assurer qu'ils s'intègrent et également qu'ils sont une bonne rétention de ces travailleurs étrangers, les défis, ça va être l'accompagnement au niveau de la famille. Si la famille doit rester à l'étranger parce qu'il n'y a pas d'aide dans les démarches pour obtenir les permis de travail pour la famille, ben, la personne ne va pas rester très très longtemps si elle est séparée de sa famille. Ou même s'il y a un stress par rapport à qu'est-ce qui va se passer pour ma famille, pour les enfants surtout, tout ça, et puis en plus pour vous, après, au niveau RH, c'est beaucoup à gérer. Donc, ce qui peut être intéressant, surtout dans des profils niches, c'est de non seulement vous aider pour le permis de travail du candidat, mais vous allez aider pour que la famille obtienne leurs autorisations d'immigration. Deuxième défi qu'on voit au niveau de la rétention puis de l'intégration à long terme des travailleurs étrangers, c'est donc au Québec, c'est la question de la langue française. Donc, comme on a dit, pour obtenir la résidence permanente au Québec, dans la plupart des cas, il faut parler français. Si la personne ne parle pas français, ça va être difficile. Donc, et ils vont être tentés d'aller regarder dans d'autres provinces, ou alors ils vont être pris au Québec sur des permis de travail à répétition. Puis là, ils vont peut-être éventuellement vouloir quitter parce ils ont des inquiétudes, des peurs, et ça vaut pas la peine pour eux. Donc, aider à l'intégration, par exemple, en aidant avec les cours de français, des intégrations sociales. Avec d'autres travailleurs d'ici Comme on qui disait sont tout à non l'heure, francophones. Oui, des activités exactement. conjointes. Exactement, surtout s'ils sont dans des communautés plus isolées, plus communautés rurales, où c'est différent que quand tu es en ville ou même à Sherbrooke, Trois-Rivières, où il y a quand même du Hum. monde là. Mais si tu es dans un petit endroit avec 300, 400 personnes, que tout le monde se connaît depuis longtemps, puis que toi tu débarques, ça peut être difficile. Donc, oui, les grands défis, c'est la famille, c'est le français, c'est le gros clash culturel, surtout quand il y a très peu de gens de notre même communauté. Et petit point également au niveau de la famille et du français, ça coupe les deux. Les enfants, il y a la loi 96 qui a été passée. Maintenant, ils peuvent aller à l'école en anglais, les enfants, pendant 3 ans. Après 3 ans, il faut qu'ils passent à l'école en français, donc la commission scolaire française de là où ils sont.
Donc, ça peut être difficile quand la personne a des enfants qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui ont toujours été éduqués en anglais ou dans une autre langue. Et là, on demande est-ce qu'ils commencent à parler et aller à l'école en français. Parfois, ça passe pas. Ça peut être une grosse source de stress et une raison en plus pour que ce travailleur étranger aille voir dans d'autres provinces. Donc, une possibilité de... De nouveau, cette question de rétention et Ouais, vis-à-vis d'autres provinces qui peuvent paraître plus attrayantes. excellent. Clara, on a fait le tour des 10 questions Ouais. principales. On va entrer dans la période de questions et j'en vois une ou deux là, qu'on peut déjà poser. Je vous invite de nous donner, de nous faire part de vos questions pour que Clara puisse y répondre. J'irai avec Mathieu Cloutier qui nous dit, serait-il possible de faire un bref résumé concernant le statut implicite d'un travailleur qui est en attente d'un renouvellement de contrat de travail, mais lorsque le permis précédent est expiré? Ouais. Situation bien particulière. Avec grand plaisir, Mathieu, mais tu as l'air de déjà savoir pas mal de choses sur le statut implicite parce que, donc, permis de travail, on a dit que c'était, par exemple, une durée de 2 ans. Au bout de 2 ans, je vais renouveler mon permis de travail. Il faut de nouveau se qualifier sur un de ces 50 programmes. Je renouvelle mon permis de travail. Les délais pour les renouvellements de permis de travail, actuellement, c'est 5 mois, 6 mois. Donc, c'est long, très long. Ce qui se passe, c'est que mon permis de travail expirait le 1er janvier. J'ai soumis mon renouvellement 1er septembre, mais 1er janvier arrive, puis c'est toujours en cours. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a le droit de continuer à rester, à travailler et vivre au Québec. C'est ce qu'on appelle le statut implicite. À partir de l'expiration du permis de travail le 1er janvier et après, elle peut continuer à rester parce qu'elle a un renouvellement en cours. Deux critères, bien s'assurer que la demande de renouvellement a été soumise avant expiration. Donc, si ça expire le 1er janvier, tu as soumis ton renouvellement avant le 1er janvier. Deuxième critère, c'est ne pas quitter le Canada après expiration du permis de travail. Donc, après le 1er janvier, jusqu'à ce que j'obtienne mon nouveau permis de travail, je ne quitte pas le Québec, le Canada. Si tu quittes, par exemple, pour aller voir la famille ou je ne sais quoi, ou même pour une visite d'affaires, et qu'après, le 15 janvier, ils essayent de revenir, mais ils vont, parfois, ils ne vont pas pouvoir revenir, puis deux, même s'ils arrivent à revenir, ils n'ont pas le droit de travailler jusqu'à ce qu'ils obtiennent le nouveau permis de travail. À titre, au niveau entreprise, si la personne fait les démarches par elle-même, vous avez besoin de lui demander la copie de son permis de travail, la preuve qu'elle a soumis une demande de renouvellement de permis de travail avant expiration, elle va pouvoir fournir un accusé de réception d'Immigration Canada. Les demandes, maintenant, ça se fait en ligne. La personne, automatiquement, on va lui générer un accusé de réception avec marqué une date dessus qui doit être avant expiration du permis de travail. Vous lui demandez ça. Et également, vous lui demandez de vous aviser dès qu'elle a des nouvelles par rapport à la demande de renouvellement. Si c'est un refus, elle arrête tout de suite de travailler puisque la personne est tombe hors statut. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Je crois que oui. J'ai une autre question qui a été posée par Andréane. Euh, je ne sais pas si on est à la même place. Je vais me permettre de la poser. Donc, dans un cas de permis fermé, que se passe-t-il après 2 ans si on veut garder notre candidat? On peut le renouveler, le permis de travail fermé. Mais pour le renouvellement, il faut s'assurer qu'on se qualifie pour un de ces 50 programmes. Et s'il faut une IMT, il faut renouveler le IMT, refaire les démarches, repayer les frais associés, ou alors on peut parfois passer par des programmes sans IMT là, si on a de la chance. Ce qu'on conseille également au niveau pour gérer les renouvellements, c'est d'encourager fortement vos travailleurs, surtout s'ils parlent français, d'aller vers la résidence permanente. Parce que quand on est résident permanent, on n'a plus besoin de renouveler les permis de travail. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus des frais de permis de travail. Il n'y a plus les inspections d'Immigration Canada. Une personne résidente permanente, c'est comme n'importe quel travailleur québécois. Vous n'avez pas les mêmes obligations. Donc, on encourage les travailleurs à obtenir la résidence permanente pour toutes ces raisons. Puis également parce qu'une fois qu'on a une résidence permanente en cours, c'est plus simple et moins cher de renouveler le permis de travail. Et en complément, là, Andréane repose la question avec la première partie de la réponse. Si on veut garder notre Ouais. candidat, est-ce plus facile que si le candidat est au Québec
Ou est-ce plus facile, vu que le candidat est au Québec, de renouveler, là? Sûrement. Euh, ben, c'est plus facile, surtout si il a une résidence permanente en cours, parce que s'il a, ce qu'on a, peut-être vous avez entendu parler, s'il a le CSQ, Certificat de sélection du Québec, c'est une première étape vers la résidence permanente, on peut obtenir des permis de travail sur la base de ça qui sont plus simples, on n'a pas besoin de l'IMT, etc. Et c'est plus simple également parce qu'on bénéficie du statut implicite. Donc, même si ça prend 6 mois à obtenir ton permis de travail, tant que la personne reste au Québec, ben, elle peut continuer à travailler même si ça prend 6 mois, 8 mois. Alors que le permis de travail initial, quand la personne est à l'étranger, ben, si ça prend 6 mois, ben, la personne elle attend 6 mois à l'étranger. Et Sonia Gagnon nous demande quels Ouais. sont les critères pour demander la résidence permanente. Est-ce qu'il y a des critères? Oui, il y a des critères. Bon, de nouveau, on a dit 50 programmes de permis de travail, ben, c'est 10 programmes de résidence permanente. Au Québec, Sonia, le programme principal, c'est ce qu'on appelle le PEC, PEQ. Il faut avoir accumulé 2 ans d'expérience professionnelle au Québec. Il faut parler le français à un niveau avancé. Et il faut que le poste offert soit ce qu'on appelle un poste qualifié. Donc, on pense des niveaux de technicien professionnel gestionnaire si on n'a pas ça, parce qu'on n'a pas travaillé au Québec ou étudié au Québec, il y a aussi des programmes diplômés. Si on n'a pas un poste qualifié, donc on parle pour des personnes qui sont dans des postes d'assembleur, de serveur, des choses comme ça, là, ça devient plus difficile. On tombe sous le programme régulier qui est un système de points et d'invitation avec le gouvernement qui envoie des invitations selon les besoins économiques, etc. du Québec. Mais malheureusement, sous ce programme régulier, il y a très peu de places par an. Il y a juste quelques milliers de places par an. Et il faut souvent parler français et il faut avoir des points très élevés. Donc souvent, c'est que ça veut dire qu'il faut avoir eu des études, il faut avoir de la famille, il faut avoir des expériences professionnelles, etc. Si on est quelqu'un dans des postes peu qualifiés, qui n'a pas fait d'études, qui ne parle pas français, c'est presque impossible d'obtenir la résidence permanente au Québec actuellement. Sonia, j'espère que ça répond à ta question. Johanna nous demande, on a glissé un mot là-dessus, mais on va juste revenir Ouais. pour s'assurer de retaper sur le clou. Peut-on mettre à pied temporairement un travailleur qui a un permis fermé à cause d'un ralentissement de la production et le reprendre quelques semaines plus tard? Normalement, oui. Euh, Normalement? Normalement, sous condition, oui. Faut, quand vous le reprenez, c'est qu'il faut toujours respecter les conditions de travail de ce permis de travail fermé. Donc, si on a obtenu un permis de travail pour un poste d'assembleur à 20 pièces de l'heure, ben, si vous le reprenez au travail après la mise à pied, ben, il faut que ça soit toujours dans le même poste, pour le même lieu de travail. Euh, Première chose. Également, s'il est sous EIMT, parfois il y a des obligations d'aviser Service Canada de la mise à pied et du fait que vous allez le rembaucher, que la mise à pied est temporaire, que vous comptez le réembaucher dans quelques semaines. Ça va, merci. Euh, Andréane revient avec si le IMT n'a pas été nécessaire au départ, mais l'est au renouvellement, l'employeur est-il obligé de le payer? Les frais de EIMT, toujours. Le 1500, le Peu 1000, importe. 1432 pour le IMT, le CAQ, toujours, même si c'est un renouvellement, même s'il n'était pas là initialement, il était sous un permis de travail, jeune professionnel ou autre chose. Après, ça va dépendre du type de IMT. Si on parle de bas salaire, il y a les frais de transport normalement. Si la personne est déjà au Québec, ben, il n'y a pas de frais de transport qui s'appliquent, des choses comme ça. Mais oui, sinon, il faut payer les 1500 pièces. OK. Ça fait partie de la responsabilité de Oui, l'employeur. exactement. Sonia Gagnon, est-ce que le CSQ remplace le permis de travail? Car si un candidat a perdu son emploi avec un employeur, donc n'a plus de permis de travail, mais reçoit son CSQ, CSQ, ouais. puis puis-je l'engager ou il est illégalement au pays? Ouais, très bonne question. Le CSQ ne remplace pas le permis de travail. Le CSQ, c'est un certificat de sélection du Québec. Donc, pour tout le monde, c'est la première étape pour obtenir la résidence permanente au Québec. C'est l'approbation du Québec comme quoi on est sélectionné pour.
Mais en soi, ça ne donne pas la résidence permanente et il faut, pendant tout le temps de la résidence permanente, même quand on a le CSQ, renouveler son permis de travail. Là, de ce que je comprends, c'est une situation, on a un candidat, on est intéressé, il a un CSQ, il avait un permis de travail pour un autre employeur. Il y a eu une mise à pied ou démission ou je ne sais quoi. Si le permis de travail est encore valide au moment là où on se parle, là où vous êtes intéressé dans la candidature, ben, vous pouvez faire des démarches de renouvellement de permis de travail. Donc, vous faites une demande de permis de travail à titre de détenteur de CSQ pour un poste dans votre entreprise. Les délais affichés, c'est 5-6 mois, mais il aura la possibilité d'obtenir cette autorisation de travailler pendant les 5-6 mois. Si tu me dis qu'aujourd'hui, 27 septembre, il a son CSQ, il est toujours au Québec, mais son permis de travail a expiré le 1er août, ben là, il est en statut illégal et obtenir un nouveau permis de travail va être beaucoup plus difficile. Euh, S'il est en statut légal depuis moins de 90 jours, il y a des possibilités de faire des rétablissements de statut et des choses comme ça. Mais là, on s'embarque dans des démarches d'exception quand la personne est en situation d'illégalité et les délais pour qu'il commence vont être plus longs. Ou alors, il va falloir qu'il reparte dans son pays d'origine, fasse des demandes de permis de travail depuis son pays d'origine. Puis là, de nouveau, on parle de délais longs. Mais si le 27 septembre, quand tu as sa candidature, tu passes l'entrevue, tu présentes ses documents, il est valide encore le 1er janvier, mais il a dit ben, j'ai une mise à pied, mais mon permis de travail il est encore valide. Il a le droit encore d'être ici. Mais par contre, il faut qu'il aille chercher ce nouveau permis de travail pour ton entreprise avant de commencer à travailler. J'espère que ça répond à la question. Et je vous invite là à peut-être de prendre rendez-vous avec des gens de Ouais, BCF pour aller plus loin là-dedans parce qu'il y a vraiment des ben, c'est des... spécificités qui sont vraiment particulières, là. Je pense que ouais, ben, ça peut être ouais. une bonne voie. C'est toujours un cas d'espèce, là. Donc, c'est pour ça. On parle de 50 programmes, de la nationalité. Est-ce qu'ils ont un CSQ? Quand est-ce que ça expirait? Si ça expirait il y a moins de 90 jours, il y a plus de 90 jours, etc. Là, donc, c'est tous ces critères-là qu'il faut regarder pour déterminer les prochaines étapes. Là. Et puis, il faut faire attention de. Et je dis pas ça juste parce que ma boss m'a dit de dire ça, mais il faut faire attention qu'on y va tout seul, là, et qu'on essaie de faire les démarches par soi-même. Parce qu'il y a les inspections de Service Canada, d'Immigration Canada, il Hum. va y avoir des conséquences directes pour l'entreprise, mais également, c'est que si vous fournissez pas les bons documents, ou même par exemple, le candidat, ah, vous inquiétez pas, j'ai mon CSQ, je fais ma demande par moi-même, je sais faire, vous avez juste à me fournir l'offre d'emploi sur le portail employeur, payer les 230, mais là, vous mettez la mauvaise information, sur l'offre d'emploi ou des choses comme ça, ben, et là, bam, ça entraîne un refus et vous allez recevoir le refus 5 mois plus tard. Et 5 mois plus tard, il était en statut implicite, donc à ce moment-là, il a un refus, il devient illégal au Canada, il faut qu'il arrête de travailler, puis ça va peut-être prendre 5 à 6 mois avant qu'il retrouve une Oh. autorisation de travail. Donc, il y a l'inspection, il y a les amendes, il y a les interdictions, mais il y a également l'immédiat de j'ai fourni une information qui était mauvaise, j'ai fourni un document qui était mauvais au candidat, et là, il a un refus. Ou alors il a été arrêté à la frontière parce qu'on n'a pas donné les bons documents, puis là, il est en train d'être déporté. Donc, il peut y avoir des conséquences très réelles Importante. là, sur les candidats. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on a nommé deux choses là, que moi, je ressors de la conversation, entre autres choses. Euh, Tu as nommé tout à l'heure, Clara, quand Olivier nous a dit que tu aimais beaucoup les questions sur les obligations de la part des entrepreneurs. Je pense que ça, on est directement Ouais. là-dedans. L'autre élément qui est important, avec ce que tu viens de dire, ben, faut pas oublier aussi que pour la plupart d'entre eux, c'est des projets de vie. Il y a Oui, cet oui. élément-là là, qui est intéressant là, à avoir en tête. Tout à fait. Puis des projets de vie. Puis par exemple, si vous, le permis de travail, le renouvellement, il y a eu un refus alors qu'il était en statut implicite, lui perd l'autorisation de travailler, mais madame, monsieur, le conjoint perd également l'autorisation de travailler. Puis là, la famille se retrouve sans salaire, coupée du jour au lendemain, avec des obligations de devoir quitter. Et puis également, si c'est la faute est due à l'entreprise, à la personne RH, au gestionnaire qui a donné la mauvaise information, ben, eux, ils ont des recours contre vous. Ils peuvent se tourner vers vous en disant, Ouais. vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de problème, vous m'avez fourni les documents et vous avez fait une erreur, puis là, maintenant, je me retrouve sans salaire pendant 6 mois. Clara, on va devoir le temps du combat est Ouais, en train de se terminer.
Une petite question rapide, là. Est-ce qu'il y a un processus écrit qui existe pour nous aider à suivre les étapes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe d'après toi ou Il y a de l'information sur certains sites d'immigration Canada. Après, il y a aussi des newsletters qui sont faits par des cabinets d'avocats, d'autres, et puis également ABCF que ouais, je vous conseille de vous inscrire parce que ça change aussi beaucoup. Chaque mois, il y a des nouveautés en immigration. Sinon, ça va être vraiment sur le site d'immigration Canada, mais il faut parfait. vraiment faire attention là pour quand on essaye de s'informer soi-même là parce qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup de subtilités. Sarah, un immense merci. M'indique que vous êtes abonné, les gens, là, vous êtes abonnés par défaut à l'infolette de BCF. Donc, vous devriez recevoir l'information. Si jamais vous ne l'êtes pas, ben, s'il vous plaît, inscrivez-vous pour obtenir toute cette information pertinente. Andréane a terminé en disant bravo, c'est la première fois que j'entends parler de l'immigration avec autant de clarté. Ah, ben, avec grand plaisir, Andréane. Je pourrais en Merci parler toute la beaucoup. journée, mais je Merci vais arrêter beaucoup là. aux gens de BCF. Merci à toi, Clara, d'avoir pris le relais. Et ben, à vous tous, à bientôt pour un autre expert dans le ring. Suivez les communications de l'école. Et je vous rappelle qu'il y a des séjours intensifs aussi à l'école pour les gens qui veulent découvrir l'institution. Alors, au plaisir. Merci beaucoup, Eric Michel. Merci, Clara. Bonne journée à tous. Au revoir.